retour à l'une des images de ce vendredi matin, image de Séoul, où s'achève cette tournée, mini-tournée asiatique du président français Emmanuel Macron, après la Corée du Sud, après le Japon, pardon, qui s'est rendu en Corée du Sud. Image de ces signatures d'accords censés renforcer en tout cas le partenariat stratégique entre la France et la Corée. Et on en parle avec notre invité de ce vendredi matin. Avec nous en ligne, Marc Julienne, bonjour. Vous dirigez le centre Asie de l'IFRI, l'Institut français des relations internationales. Quel bilan tirez-vous de cette visite en Asie d'Emmanuel Macron, le Japon d'abord, la Corée du Sud ensuite? Qu'est-ce qui vous a marqué? Qu'est-ce qui vous a ému? Qu'est-ce qui vous a fait réagir? Qu'est-ce qui vous a touché? Alors pour tirer on attendra la fin de la visite, puisque je crois qu'il y a encore pas mal d'annonces qui devraient être faites à Séoul, en Corée du Sud, en présence du président Macron. Je pense que cette visite, elle est très importante dans le contexte actuel, le contexte de la guerre en Iran et la crise au Moyen-Orient dont vous venez de parler. La France, comme le Japon et la Corée du Sud, se trouvent dans une situation assez critique du point de vue du manque à la fois d'énergie, mais aussi de toutes les implications, les incidences négatives dans les industries. Et pour le Japon et la Corée, c'est surtout dans l'industrie électronique que se posent aujourd'hui des risques importants. Mais aussi, cette année, la France est présidente du G7, dont le sommet aura lieu à Évian au mois de juin. Le Japon est membre du G7, donc c'était une opportunité pour le président Macron et la première ministre Sanae Takaichi d'avancer sur les discussions en vue de ce sommet. Et la Corée du Sud devrait être invitée, justement, c'est l'une des annonces qui doit être faite. Et donc, c'est une manière aussi d'avancer sur ce sujet dans un monde bouleversé, à la fois sur le plan de la sécurité, on le voit au Moyen-Orient, mais aussi sur le plan de l'économie et du commerce, depuis le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche l'année dernière. Avec voilà, ces guerres tarifaires, ces fortes problématiques, la déconstruction du commerce et des règles du commerce international. Et là, il y a vraiment un point de convergence entre la France et plus largement les pays européens, et le Japon et la Corée du Sud, qui ont intérêt à reconstituer, à recréer un ordre mondial basé sur les règles dans le commerce et au-delà. Ça, c'est pour planter le décor, Marc Julienne. Les trois pays, la France, le Japon, la Corée du Sud, ont convenu que cette crise du Moyen-Orient ne peut se résoudre que par la diplomatie. Ils ont quel levier d'action pour faire passer ce point de vue? Franchement, assez peu de leviers, hein, puisque Donald Trump et le Premier ministre Netanyahou non plus ne consultent pas les alliés, encore moins peut-être les alliés asiatiques. Donc, en fait, leur prise sur cette crise est véritablement limitée. Je crois que ce qui se dessine lors de cette visite du président de la République en Asie, c'est peut-être sur l'après, qu'on espère arriver très vite, mais la stabilisation finalement et la réouverture du détroit d'Ormuz. Et là, c'est peut-être à ce moment-là que la France, peut-être d'autres puissances européennes, il semblerait que le Japon soit ouvert à cette idée, et peut-être la Corée du Sud, d'intervenir pour sécuriser les voies de circulation maritime de manière militaire. Mais je pense que une telle intervention militaire ne peut intervenir qu'à un moment justement après qu'il y ait eu un accord, après qu'il y ait eu un cessez-le-feu, et c'est pas le cas aujourd'hui. Je crois que la France est claire, elle ne souhaite pas justement intervenir dans le détroit. D'ailleurs, une telle opération serait extrêmement dangereuse, tant pour les bâtiments militaires que pour les bâtiments commerciaux. Et le Japon et la Corée du Sud qui font face à une pression des États-Unis de Donald Trump pour intervenir militairement. Hein. Donald Trump l'a répété suffisamment explicitement qu'il faut que les alliés, les pays qui ont besoin du pétrole du Golfe Persique interviennent militairement pour sécuriser. Donc en Il a fait, dit en qu'il quelque n'avait sorte, finalement, qu'à... nettoyer le problème. Donald Trump a dit que ces pays-là n'avaient qu'à se débrouiller, en gros, entre eux pour pouvoir libérer le détroit d'Ormuz. C'est le mot qu'il a utilisé. Alors, c'est un secret pour personne, justement, Marc Julienne, que ces pays-là, la Corée du Sud, le Japon, font l'objet d'un chantage de la part de Donald Trump en ce qui concerne leur sécurité. Comment peuvent-ils sortir de ce chantage? Est-ce que la France a quelque chose de crédible à proposer de ce point de vue?
Alors oui, je crois que c'est la proposition, l'initiative qu'avait brossé le président Emmanuel Macron en mai dernier à Singapour lors du Shangri-La Dialogue. Il avait proposé de constituer une coalition des indépendants. En réalité, que les puissances moyennes se réunissent et s'accordent justement à la fois sur le plan de la sécurité et sur le plan du commerce pour travailler ensemble. C'est une proposition qui a été finalement filée par le Premier ministre canadien Mark Carney en février ou en janvier dernier lors du forum de Davos. Et là, le président Macron a réitéré cette proposition à Tokyo de constituer une coalition des indépendants. Bon, cette coalition n'est pas encore véritablement définie et peut-être que le Japon, la Corée du Sud et d'autres y verront certaines limites et voudront voilà, paramétrer ce que cela signifie. Mais en tout cas, il est bien certain que les puissances moyennes, comme les puissances européennes et les démocraties asiatiques, sont dans le même bateau, hein, pour le dire trivialement, faisant face à une déstabilisation de la Russie. C'est le cas, il n'y a pas besoin de le démontrer en Europe, mais c'est aussi le cas en réalité en Asie, avec des patrouilles militaires entre la Russie et la Chine qui sont régulières, mais aussi entre une alliance stratégique et militaire entre la Russie et la Corée du Nord. Tous ces pays font également face à une émergence de la Chine très coercitive en fait, hein, et qui bouleverse les règles et l'arsenalisation du commerce. Et puis enfin, leur allié principal, les États-Unis, qui aujourd'hui bouleversent. C'est le cas en Europe avec les menaces sur l'OTAN qui passe aujourd'hui directement exprimé par Donald Trump. Et donc là, en fait, on voit en fait une constellation, un alignement de planètes, un alignement des intérêts entre les Européens et les démocraties asiatiques pour coopérer sur le plan de la sécurité, mais aussi dans les nouvelles technologies. Et ça a été exprimé très clairement par les deux présidents français et sud-coréens dans le domaine de l'intelligence artificielle, dans le domaine des batteries, de l'hydrogène, dans le domaine spatial également, où il y a un potentiel de coopération qui est immense, et immense, il faut le bien dire, parce que ce potentiel a été très sous-exploité ces dernières années, particulièrement avec la Corée du Sud. Ce qu'il faut aussi rappeler, Marc Julien, c'est que Emmanuel Macron sur place a pointé l'imprévisibilité de certains, les États-Unis en l'occurrence, même s'il ne les a pas nommés, contrairement à ceux qui sont beaucoup plus fiables, l'Europe et la France en particulier. Pour revenir à la Corée du Sud plus spécifiquement, Marc Julien, si vous le voulez bien, première visite d'un chef de l'État français à Séoul depuis un peu plus de 15 ans. On parle de partenariat stratégique renforcé, mais pourquoi est-ce qu'on a l'impression, corrigez-moi si je me trompe, que s'agissant des relations entre la France et la Corée du Sud, ça passe presque en arrière-plan vis-à-vis des autres coopérations que la France peut avoir avec d'autres géants asiatiques? Pourquoi est-ce qu'on en parle un peu moins? Oui, pour plusieurs raisons. Alors, tout ça s'inscrit dans la stratégie Indo-Pacifique de la France, dont la première mouture a été publiée en 2019. Et dans cette stratégie, il y a des grands piliers, des États partenaires forts. C'est l'Inde, où on a vu, on a une grande séquence au début de l'année de coopération franco-indienne. Le Japon est aussi un pilier important de cette stratégie. Et la Corée pourrait le devenir. Et je le disais, en fait, cette coopération a été extrêmement sous-exploitée. Alors peut-être en raison, enfin, de la faute de la France, parce que elle a plutôt misé sur le Japon, sur l'Inde, sur l'Australie, il fut un temps, mais aussi sur les Philippines. Mais c'est aussi parce que la Corée du Sud, finalement, est encore aujourd'hui un acteur stratégique assez mineur, et je dirais mineur, y compris en Asie de l'Est. Finalement, la Corée du Sud est très focalisée sur la Corée du Nord, et on la comprend parfaitement pourquoi, et sur son allié américain, qui est sa garantie de sécurité. Et donc, finalement, il y a une ambition stratégique de la Corée du Sud qui est assez limitée, en tout cas qui l'était, puisque l'ancien président et l'actuel président Lee Jae-myung semblent être justement plus ambitieux, semblent prendre plus d'initiatives pour justement s'affirmer diplomatiquement, mais aussi stratégiquement. On le voit par exemple sur la question du G7, où la Corée du Sud est extrêmement poussive, essaye de mobiliser pour essayer d'être invitée au sommet. Elle veut faire partie de ces clubs-là et avoir son mot à dire. Et donc finalement, moi je trouve que c'est une excellente nouvelle, puisqu'on a besoin de la Corée du Sud, tant en Asie de l'Est, pour contribuer à la sécurité, à la sécurisation du commerce, mais aussi on a besoin de la Corée du Sud dans cette coopération avec les démocraties européennes. Merci beaucoup, Marc Julien, pour votre analyse. Merci pour ce bilan de ce déplacement en Asie, au Japon et en Corée du Sud d'Emmanuel Macron.